Madame la directrice m'a demandé d'introduire un sujet qui peut apparaître très délicat, mais en fait qui est d'un commun, parce que vous tous regardez bien entendu la télévision. Et voyant la télévision, on est tous impressionnés, et c'est difficile d'y échapper, à toutes les séries télévisées où il y a le coroner, mais il y a aussi le médecin légiste. Et c'est vrai que le système anglo-saxon est totalement différent du système français. Et c'est vrai que beaucoup de recherches sur le corps se font au niveau français, se développent, et on a l'air de les oublier, mais ces recherches peuvent rejaillir pleinement sur la santé des vivants, en quelque sorte, que ce soit au niveau épidémiologique, combien y a-t-il de morts dans la rue par année, etc. Est-ce que ces morts dans la rue ont une sépulture, n'en ont pas? Comment travailler avec des associations, c'est pas facile. Et de la même manière, dans un hôpital, on se trouve avec des patients qui décèdent d'une cause. Alors moi, je reste avec mes vieilles notions, parce que je suis plus très jeune, mais on disait normalement, lorsqu'on faisait des autopsies presque systématiques à tous les patients qui décédaient, eh bien dans le tiers des cas, 30%, le diagnostic qui avait été affirmé de la mort par le clinicien était faux. Ce qui montre non pas que les cliniciens ont tort, pas du tout, c'est-à-dire que l'autopsie est particulièrement importante. Et c'est vrai que s'il y avait un plaidoyer à faire, y compris dans les hôpitaux, ce serait de repenser un tout petit peu à cela. Alors que la cause disparaît. Bien sûr. Alors, l'autopsie médico-légale se passe dans un autre cadre, et c'est pour ça que je suis très heureux d'amener ici le professeur Bertrand Lude, qui non seulement est médecin légiste français, mais en plus est président de la Société française de médecine légale, voyez-vous. Et en plus de cela, il est au CNU de médecine légale, c'est-à-dire que c'est lui qui nomme les professeurs, et il vient d'être nommé par le préfet de police, depuis à peu près 1 an, comme directeur de l'Institut médico-légal de Paris, c'est-à-dire où tous les corps ayant affaire au médico-légal, la police, la justice, etc., en fait se retrouvent. C'est un endroit particulièrement mortifère, bien sûr, mais où les problèmes éthiques sont mais oui, un peu quand même, c'est difficile de travailler, comme quand on travaille en prison, c'est pas très facile non plus. Mais il était important que nous abordions cela, parce que la mort, c'est la vie aussi. Et le fait d'apprendre à partir de diagnostics, de causes de décès qui sont mieux précisées, ça permet de changer les stratégies, et d'ailleurs thérapeutiques, et d'ailleurs ce qu'on appelle toutes les procédures morbidité, mortalité que théoriquement tout service doit faire, est un élément non pas mortifère, au contraire, c'est un élément d'apprendre des notions de manière à mieux prendre en charge les patients qui sont tout à fait vivants. Donc voilà, je crois que c'était important que je vous présente le professeur Lude, puisque maintenant il est dans notre sphère. En plus, c'est l'ancien doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un, il est important que vous le connaissiez. C'est quelqu'un qui est très proche. Alors, tu es ici chez toi, tu as, à moins que Madame Costa veuille dire un petit mot. Non, je n'ose pas. Si, au contraire. Non, vous souhaitez la bienvenue. Non, vous souhaitez la bienvenue, et effectivement, dire que c'est pour nous apporter un éclairage tout à fait différent de ce que nous vivons au quotidien. C'est vrai que moi, j'ai commencé mes fonctions il y a un petit moment maintenant, et les autopsies étaient, il y a une vingtaine d'années, fréquentes à l'hôpital, et elles ont quasiment disparu. Donc presque j'aurais envie de vous poser la question, est-ce que vous connaissez la cause de cette disparition et ce que vous en pensez, et puis bon, vous pensez que le sujet ainsi. Merci Madame la directrice. Merci Christian Hervé de cette introduction. Alors, je veux dire, j'ai fort à faire. Que suis-je allé faire en médecine légale? J'ai un peu décloisonné. Tout d'abord, le rôle avant de vous répondre. Pour vous dire un petit peu, notre discipline se situe certes à l'interface de la justice et de la médecine, donc on éclaire un petit peu les magistrats sur des questions médicales,
mais également nous sommes un peu des spécialistes des violences, situations de violence par rapport aux personnes vivantes, situations de violence par rapport aux décédés, vous le comprenez bien, non seulement par les différentes émissions. Et en cela, nous avons plusieurs facettes dans notre métier. Et Christian vient de le dire, il en a brossé certaines, c'est d'abord ce rôle en tant qu'observateur de santé publique, pouvoir renseigner un petit peu la société sur les causes de décès, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les éléments de prévention qui pourraient ensuite être développés, déployés pour empêcher ces décès. Mais nous sommes également pour part un conseil par rapport aux familles, dans les maladies génétiques, la mort subite de l'adulte jeune, nous recherchons les causes et il y a un éclairage génétique qui sera donné ensuite. Donc voilà un aspect de nouveau où nous intervenons et surtout l'aspect protection des personnes dans les maltraitances. Ici à Paris, effectivement, nous voyons les maltraitances qui ont amené jusqu'au décès de la victime, mais il y a une prévention qui doit être déployée et nous sommes là pour faire ces interprètes. Donc nous sommes vraiment, j'allais dire, au cœur de ce système justice, médecine et santé publique. Et pour introduire le sujet, avant de me prononcer sur pourquoi il n'y a plus éventuellement d'autopsie, allons un petit peu au-delà. Nous avons un rôle pivot dans tout ce qui est prélèvement d'organes. C'est pour vous faire comprendre un peu notre interface. En effet, il y a des personnes qui sont en état de mort encéphalique, mais cet état de mort encéphalique a été dû par une tierce personne. Donc le procureur est au courant, il y aura un procès, puisque cette personne a soit un coup de feu intracérébral, soit a subi des actes de violence avec cette mort cérébrale. Et à ce moment-là, avant, bien sûr, avec l'accord des familles, mais le procureur a dit non, non, je m'oppose à un prélèvement d'organes puisqu'il y a un problème médico-légal et je voudrais que tous les éléments de preuve soient conservés. Et donc, ces organes ne peuvent pas être prélevés et donc nous ne pouvons pas aboutir à éventuellement des patients qui trouvent leur vie transformée par un greffon, ce qui est préjudiciable. Et donc là, nous intervenons pour rassurer le magistrat, lui dire, écoutez, voilà, effectivement, il y a eu acte de violence. Cet acte de violence a été au niveau cervico-céphalique, ça passe net. Le reste du corps ne porte pas de traces de violence. Nous n'en avons pas besoin pour faire notre rapport. Donc le prélèvement d'organes peut être réalisé. Et avec cet éclairage, nous nous rendons sur place dans les services de réanimation pour vérifier qu'il n'y ait pas de perte d'éléments de preuve. Le procureur va alors autoriser ce prélèvement d'organes en ciblant parfois les organes, mais ça c'est peut-être du détail, mais en tout état de cause, ceci peut se faire et donc bénéficier aux patients qui sont... Et donc là, voilà un rôle pivot qu'on ne voit pas souvent, mais qui est vraiment quelque chose au service de la société, au service du patient, et donc là, pour redonner la vie, voire pour continuer à ce qu'elle puisse s'exercer. Donc c'est important. Donc nous avons quand même un métier qui est à multiples facettes. Compte tenu de la taille de la capitale, nous ne réalisons pas en même temps des examens de victimes vivantes et les autopsies, puisqu'il y a trop d'éléments. Il y a 42 000 passages pour les urgences médico-judiciaires et nous avons à traiter, à prendre en charge 3 000 corps. Donc c'est des volumes qui sont très très importants. Voilà, un petit peu au moment. Et, j'allais dire, au plan de la médecine légale, les autopsies judiciaires gardent un niveau tout à fait constant. Il y en a à peu près 9 500, 10 000 par an sur l'ensemble du territoire. Et l'Institut de médecine légale de Paris représente un quart de ces autopsies médico-légales. Donc c'est une charge de travail qui est importante, mais aussi avec un enseignement qui est important, puisque nous voyons un petit peu comment se distribuent un peu les causes de décès entre ce qui est très certainement criminel, mais aussi ce qui est accidentel, mais également suicidaire et d'autres causes de décès. On pourra analyser un peu plus finement ces causes de décès. Donc ça c'est très important. Au niveau médical, certainement les autopsies ont chuté. Pourquoi? Puisqu'il y a moins de nécessité. Il y avait à un moment donné cet accord des proches qui ne l'était plus. Et donc nous sommes dans un système où actuellement, notamment avec l'imagerie médicale, bien sûr antémortem, avec toute l'iconographie qui peut être faite, mais maintenant avec l'imagerie médicale également post-mortem, nous n'avons pas forcément toujours besoin de ce recours à l'autopsie médicale. Bien, qui reste pour des éléments tout à fait ponctuels. Et puis nous avons des familles aussi qui ne le souhaitent plus dans la mesure où toutes les investigations ont pu être faites. Donc c'est un problème. Voilà. Au niveau médico-légal, c'est différent. Nous avons une mort violente, souvent d'un adulte jeune, et là, nous devons pouvoir déterminer quelles sont les origines du décès, mais surtout pouvoir retracer lors du procès d'assises comment ça s'est passé. Et quels sont les éléments de preuve qui mettent en cause un tiers par rapport à ce décès. Donc ça, c'est quelque chose qui est immuable. En cours d'assises, nous devons déposer notre rapport, nous devons expliquer aux jurés comment cela s'est passé et s'il y a effectivement
cet acte criminel, sur quels arguments il va. Donc ça, c'est tout à fait important que nous puissions faire cela. Alors, certainement, dans tout ce qui est décrit, vous avez une histoire qui est courte, elle dure 40 minutes à la télévision, interrompue par certaines publicités pour permettre de faire autre chose. Beaucoup plus long. Nous avons l'étape, et ça aussi, il y a l'autopsie, c'est-à-dire la description externe, la dissection, ainsi de suite, mais ensuite toute la réflexion. Toute la réflexion qui va reprendre le modus operandi de l'agresseur, voir un petit peu comment cela s'est fait, et les examens complémentaires, et donc c'est après quelques temps, en ayant les réponses des examens complémentaires, que ce soit de la radiologie, que ce soit des examens de biologie, comme on peut le faire chez la personne vivante, que nous donnerons alors en résultat. C'est important que nous puissions étayer notre argument sur l'ensemble de ces domaines. Et tous ces domaines-là donnent lieu à des activités aussi de recherche. Donc, un corpus où nous devons avoir une activité quotidienne, mais là-dessus se greffent des activités pour développer la connaissance en matière également de causes de décès, comment pouvons retracer le délai post-mortem, découverte du corps et le décès, pour pouvoir éclairer la justice, les enquêteurs, et notamment également, vous avez toute cette problématique de savoir quels sont les instruments, quels sont les outils qui sont utilisés souvent pour provoquer des lésions. C'est grâce à ces outils que nous pouvons ensuite faire des prélèvements, notamment à des fins d'identification génétique sur ces outils, sur la victime et éventuellement sur l'auteur, et donc de nouveau arriver à avoir une résolution du problème, à une résolution de l'enquête. Et vous voyez que tous les pans des disciplines qui se développent actuellement, j'ai cité l'imagerie post-mortem parce que ça constitue vraiment une révolution dans notre domaine, notamment avec l'angiographie post-mortem dont on n'a pas encore la chance de bénéficier, mais je veux dire, clairement ces techniques sont décrites et nous pouvons aller très loin dans les diagnostics proposés, mais également toute la génétique médico-légale, la génétique médicale qui nous permet non seulement d'identifier les individus, comme vous avez déjà pu le dire, mais aussi de préciser certaines causes de décès, notamment tout ce qui est trouble du rythme chez des adultes jeunes, et même en dehors du sportif de haut niveau, en dehors des personnes qui prennent des substances stupéfiantes, dopantes et autres, il y a des canalopathies qui sont présentes parmi d'autres jeunes, et il faut absolument pouvoir faire le diagnostic, non pas pour avoir seulement les causes de décès, mais pour faire cette prévention dont je parlais avant dans la famille, et prévenir des troubles du rythme parmi les proches de la victime. Donc c'est tout cet aspect que nous essayons de prendre en compte pour avancer dans cette discipline. Là-dessus, je crois qu'il est important de se rendre compte que les parties qui vous interpellent, l'activité que vous avez à l'esprit quand on vous présente un médecin légiste, c'est une partie. Il ne faut peut-être pas sous-estimer ensuite l'utilisation de cette dissection que nous faisons et le raisonnement qui doit être fait et qui prend du temps et qui s'imprègne des autres disciplines médicales. C'est pour ça que c'est un métier à multiples facettes et que nous venons d'origines différentes quand nous pratiquons ce métier. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de faire une synthèse et cette synthèse va aboutir ensuite au diagnostic. Et ça, je tiens à le faire. Et la richesse est de pouvoir prendre d'autres disciplines, leurs avancées, de pouvoir les appliquer à notre discipline, donc à la médecine légale. Et c'est pour ça que nous restons toujours en phase avec les avancées biologiques, avec les avancées technologiques, tout ce que vous pouvez voir. Vous savez que maintenant, la vidéochirurgie est aussi quelque chose de moteur. Mais si nous pouvons, nous également, exporter les images, si nous pouvons discuter avec des collègues à l'autre bout de la planète par rapport à des cas spécifiques, c'est quelque chose qui nous enrichit et qui les enrichit et qui permet de résoudre aussi des problèmes, notamment en matière de traumatologie osseuse, pour savoir si une personne a été poussée, par exemple, d'un toit ou d'un balcon, ou si elle est tombée dans un acte souvent suicidaire. Donc ce sont des éléments, de nouveau, vous voyez la biophysique maintenant qui intervient et qui nous permet effectivement de... Ah oui, absolument. Je dirais actuellement, vous avez deux champs d'activité. Mais je comprends, madame. Mais je me propose de venir avec des extraits choisis des émissions et vous faire progresser de la sorte. Vous avez actuellement les procédés de biomécanique qui vous permettent d'enregistrer la position d'un corps, son poids, sa taille, de reconstruire virtuellement, j'allais dire, le mur, le balcon, le toit, et de voir si,
par les lois de la physique classique, et non pas quantique là, mais classique, de voir comment ce corps peut chuter, ou au contraire s'il faut qu'il ait un événement qui lui donne une certaine vitesse. C'est pas la même chose. Et donc on essaye de faire cela. La deuxième application c'est de prendre une IRM, un scanner chez un bébé, de reconstituer le traumatisme qui a dû être à l'origine des lésions que les radiologues pointus peuvent nous donner sur ce scanner et voir s'il s'agit d'un bébé secoué ou pas en fonction de l'intensité de la force qu'il a fallu avoir pour provoquer ces lésions. Donc ceci se fait ensuite, mais ceci permet ensuite, avec des images, de rapporter ces cas devant les cours d'assises et de dire non, ce n'est pas la chute de l'enfant du maxi-cosy, de la table allongée, des bras des parents qui a pu occasionner ces traumatismes. Il a fallu avoir des traumatismes beaucoup plus importants, avec un secouement beaucoup plus important pour entraîner ces lésions cérébrales, ces lésions oculaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait en matière d'expertise, mais qui met du temps. Et il faut bien sûr avoir des images, des clichés radiographiques avant. Si nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas appliquer ces termes. Donc de nouveau, d'envisager ces cas avec l'ensemble des examens complémentaires qu'on peut proposer. Donc c'est une vraie discipline. Nous sommes déjà des vrais médecins, mais vraiment une vraie discipline avec des examens complémentaires, avec une façon de pouvoir faire le tour des points. Mais nous nous adressons toujours aux autres. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir besoin comme vous dites, de physiciens pour reconstruire informatiquement, de collègues en radiologie aussi, de collègues en biologie. Je veux dire, c'est clairement... Mais l'interprétation post-mortelle est un petit peu difficile. Toxicologie, génétique, on voit le carrefour. Radio, tout, c'est absolument un véritable carrefour. Comment on utilise la psychiatrie médico-légale est une branche à elle seule. Vous voyez, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement intéressant. Et je veux dire, ils utilisent, on leur fournit les données, ils vont les interpréter. Voilà. Donc c'est vraiment, puisque là où nous sommes dans une autre dynamique qui touche certainement beaucoup plus la victime et l'auteur vivante. Et moi, je suis en fin de chaîne, c'est un peu plus difficile, sauf de tenir compte de mon bien-être psychologique à moi. On pourra vous faire venir, si vous voulez, parce que c'est tout à fait d'actualité, la psychiatrie médico-légale. On est d'ailleurs beaucoup en discussion, je le disais hier, avec les psychiatres, car par rapport à nos collègues québécois, nous avons une pertinence en tant qu'experts qui est moindre qu'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on a une référence eux-mêmes à des modèles, à des questionnaires, etc., auxquels bien souvent les psychiatres peuvent se refuser en France. Donc tout ça pour montrer qu'il y a de quoi réfléchir, c'est-à-dire que la recherche, y compris dans ce domaine-là, est tout à fait pourvoyeuse d'une efficacité, et en définitive, c'est par rapport à nous-mêmes. Il y a une autre grande part que tu ne traites pas, puisque tu t'occupes plus particulièrement des personnes décédées, qui est le dommage corporel. Et là, nous tous, nous pouvons avoir besoin d'experts, et c'est dans ce cadre aussi que la médecine légale est capable de... C'est la partie, j'allais dire, c'est le troisième versant un petit peu de notre discipline, qui est d'une part, effectivement, tout ce qui est se prononcer sur une responsabilité médicale d'un confrère. C'est-à-dire qu'il y a un dommage au niveau d'une personne qui a été traitée médicalement, que ce soit en libéral, que ce soit à l'hôpital, et que la mise en cause de la responsabilité professionnelle d'un collègue est en cause, le magistrat qui a le dossier va souvent désigner un collège d'experts. Dans le collège d'experts, il y a un médecin légiste pour essayer de voir s'il y a eu faute, s'il n'y a pas eu faute, avec ses collègues de la spécialité, bien sûr, mais ensuite de voir par rapport aux descriptions, aux normes, aux publications actuelles, si l'acte a été fait dans les règles de l'art, et ensuite déterminer vraiment quel est le dommage qu'a subi la personne. Donc là, c'est vraiment un examen médical et on détermine quels sont, si vous voulez, les différents dommages, les différentes répercussions sur la fonctionnalité. J'insiste sur ce terme de fonctionnalité auprès du patient. Même chose au cas de dommage corporel qui est cette deuxième partie que je viens de citer, c'est-à-dire après un accident de la voie publique, après un autre accident, il peut arriver qu'on demande à des médecins de déterminer quel est le dommage subi par la victime. Et ça peut être un médecin légiste, pas forcément obligatoirement, mais en tout état de cause, quand ça vient devant les tribunaux, c'est un médecin légiste souvent qui a été à ce moment-là missionné pour donner cet éclairage vis-à-vis des tribunaux. Donc de nouveau, question médicale pour un tribunal, nous avons cette spécialité. La place du médecin légiste aux assises, quel est-il par rapport au niveau
niveau anglo-saxon. Au niveau anglo-saxon, devant un meurtre où il y a les partis qui s'affrontent, alors qu'en France, l'expert est celui qui représente un peu le corpus scientifique. Cette place de l'expert aux assises, dans ton vécu, comment tu le sens? Christian, alors la place est toujours la même, c'est à la barre. Et il se fait interroger. Ensuite, dans le procès, la place dans le procès est différente puisqu'on nous n'agissons qu'à la demande d'un magistrat. Il peut s'agir d'un procureur de la République, il peut s'agir d'un juge d'instruction, voire d'un président de cour d'assises. Donc c'est toujours à la demande d'un magistrat. Et c'est le magistrat qui va demander une expertise, mais c'est le magistrat également qui va demander une contre-expertise à la demande des parties. Mais il peut refuser cette contre-expertise en droit français. Donc il est quelque part, bien sûr il y a des bémols, mais c'est lui qui décide. Au niveau anglo-saxon, les parties, donc aussi bien le procureur que la victime, ont leurs experts et il y a toujours discussion entre les expertises et des discussions nourries dans la mesure où vous avez des gens de même compétences, qui sont des deux côtés, mais le système impose à la victime d'être quand même assez fortunée pour se payer les meilleurs experts, d'avoir un dossier qui est constitué, ce qui est quand même pas forcément le cas en droit français dans la mesure où c'est sur des frais de justice criminelle quand nous sommes en pénal que sont prises en charge les frais d'expertise. Donc ça, mais je veux dire après le débat se fait quand même devant la cour. Ce qui montre bien quand on voit les séries, on croit que ce sont des séries qui témoignent des pratiques françaises alors que ce sont des pratiques américaines. Ce sont des pratiques anglo-saxonnes. Et donc on peut très bien croire que ça se fait comme ça en France, alors qu'au contraire, ça se pratique totalement différemment. En France, les parties peuvent produire également des expertises, mais elles n'ont pas d'emblée la même valeur qu'une expertise demandée par un magistrat. Après, si l'expert des parties démonte complètement la thèse qui est défendue, alors bien sûr, il va falloir de nouveau avoir un troisième expert ou voir comment le procès va être peut-être suspendu en demandant une expertise précise sur un point précis et on reprendra le procès ensuite. Mais la façon d'introduire l'expert est différente, comme tu le disais très bien. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle les sciences forensiques et la médecine légale française? Alors, la question est toujours les questions de Christian sont très pertinentes et très argumentées, sachant que de toute façon, je vous ai parlé de médecine légale et différentes sous-disciplines de la médecine légale, mais il faut bien vous imaginer que la quintessence en médecine légale, c'est de faire l'éthique médicale. C'est vraiment pour notre éclairage à tous. Donc là, nous sommes dans quelque chose qui me dépasse. Nous sommes dans un café éthique, c'est pour ça. Justement, c'est pour ça que ça me dépasse. Mais, alors, les sciences forensiques. Alors, je suis désolé, mais le terme forensique est un terme latin repris par les Espagnols et ensuite repris par les Anglo-Saxons parce que ça existe bien. Ensuite, il a été repris par les Canadiens et par les Suisses parce qu'ils ne savaient pas comment faire. La traduction est criminalistique. Donc, je préfère le terme de criminalistique au terme forensique qui est vraiment bien. Mais Christian est sensible au forensique parce que ses élèves l'emploient. Dans les sciences criminelles, dans la criminalistique, dans ces sciences, vous en avez certaines qui ne sont pas de la médecine. La médecine légale, on reste vis-à-vis de l'individu, d'un corps, de la médecine. Donc nous avons ce qu'on peut assimiler tous, la balistique terminale, donc qui touche à l'être vivant, la génétique médico-légale, la toxicologie. Vous voyez, les prélèvements qui sont faits sur le corps, ça reste un petit peu en médecine légale. C'est partagé avec d'autres laboratoires de police scientifique, de gendarmerie nationale. Et ça fait partie des sciences criminalistiques ou forensiques. Mais par contre, l'étude de documents, l'étude des empreintes, alors que ce soit des empreintes digitales, que ce soit des empreintes de pied, que ce soit des empreintes de colorants, de peinture, et ainsi de suite, ça c'est vraiment la criminalistique des sciences forensiques qui n'ont rien à voir avec la médecine légale. Bon, on est complémentaires, mais c'est des choses que nous ne savons pas faire. Autant qu'une empreinte génétique, je sais la faire, autant qu'une empreinte digitale, je ne peux pas l'interpréter, même si je sais comment ça fonctionne. Donc je veux dire, c'est vraiment de nouveau, rassemblons-nous, nous c'est le corps qui fait notre discipline, et dès qu'il s'agit de sciences, par exemple il y a la botanique médico-légale, des choses comme ça, c'est en dehors de notre champ. En effet, si vous avez un crâne, par exemple, déposé dans un champ ou dans une forêt, et que vous avez un arbuste qui pousse à travers les os du crâne, vous calculez, enfin, en fonction de la taille de l'arbuste, la vitesse de pousse de l'arbuste, vous pouvez déterminer le délai post-mortem. Vous avez tous eu ça dans vos positions. Mais je veux dire, il y a comme ça des sciences. L'entomologie est de nouveau à la croisée des chemins. L'entomologie, c'est l'étude des larves de mouches, des mouches et ainsi de suite. Ça nous permet de déterminer le délai post-mortem. Là,
nous sommes avec du tissu humain, mais aussi avec des sciences, j'allais dire, au niveau comportement et développement des sciences animales. Donc là, je veux dire, c'est de nouveau à la limite entre les deux disciplines. Et souvent, ce sont des personnes, des collègues de la fac de sciences qui étudient les Donc on peut dire que la médecine légale est une médecine de la personne. Elle est, comme toute médecine, c'est subséquent du nom, oui. À propos de frontières, criminologie, criminalistique, comment on place? Criminalistique, j'ai essayé très maladroitement de vous faire un petit peu une définition. Donc, ce sont ces sciences qui permettent de rechercher s'il y a une action criminelle. Un petit peu. La criminologie est beaucoup plus au niveau, de la psychologie, de la psychiatrie, comment on en vient par rapport au crime. Donc, c'est de nouveau une spécialité qui est totalement différente et que je ne domine pas du tout, moi. Donc, je ne vous parlerai jamais de criminologie parce que ça, c'est quelque chose que je ne domine pas. C'est pas mon domaine. C'est tout à fait intéressant, mais les gens, ils sont à 100% dedans. Donc là, Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des diplômes d'université, oui, d'ailleurs, de criminologie, d'examen, l'expertise mentale à la criminologie dans mon laboratoire. Il y a toute une branche du master prise en charge des victimes et auteurs d'agressions. Ils sont en effet des psychiatres qui plus particulièrement interviennent et qui se sont spécialisés totalement dans ce domaine, qui est un domaine en effet totalement bien spécifique. et peut-être pour rebondir, vous avez toute l'exploration du cerveau qui est actuellement montrée du doigt et qu'on essaie de voir par rapport à tout ce qui est... Le temps recherche. Oui, et puis certains voudraient déjà l'appliquer aussi en matière soit de traitement, soit de diagnostic. Donc, attention. Par rapport à la pédophilie, d'ailleurs, beaucoup de travaux se font dans ce domaine-là, jusqu'à la prédiction des personnalités qui pourraient, ou de la récidive de personnes. Tous ces éléments sont des travaux, en fait, de recherche également importants. Vous avez sûrement des questions ? Manifestement, la justice a besoin de vous pour faire son métier. Et est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que vous avez besoin de connaissances en droit pour bien exercer votre expertise? Alors, il y a la formation et le quotidien. Parce que la justice a besoin de nous pour fonctionner, mais nous, sans la justice, on ne fonctionne pas du tout, puisque ce sont nos mandants. Ça, c'est clair. Bien. Ce qui montre un peu que le niveau de médecine légale est en rapport avec l'organisation de la société et du système au niveau droit du pays, puisqu'il y a des pays où la médecine légale n'existe pas. Bien. Ça, c'est une chose. Au niveau de notre formation, il y a dans la spécialité des cours de droit pour nous éclairer un peu sur la marche à suivre, ou comment répondre à la justice, ou que pouvons-nous faire, que ne pouvons-nous pas faire. Mais ce ne sont pas, à proprement parler, des études de droit. Certains collègues cultivent le droit et suivent des études de droit également, donc ils ont les deux valences, mais globalement, nous avons un package qui nous permet de répondre correctement, mais nous ne sommes pas juristes, clairement. Et je préfère qu'un médecin légiste soit bon médecin que juriste. Parce que les questions, c'est toujours des questions médicales qu'on nous demande, il faut savoir les exprimer et ainsi de suite. Et on nous demande une pertinence médicale. On dit même qu'il y a une technique, je crois qu'on appelle ça technique experta aussi. Une méthodologie experta. Donc c'est une méthodologie précise. Qui est précise. Vous ne réagissez qu'en fait qu'il y a des questions qui vous sont posées par le procureur, c'est très clair. C'est-à-dire que vous n'avez pas à raconter votre vie par rapport à la personne que vous allez examiner. Ce sont des questions bien particulières et il est quelquefois possible d'intervenir auprès du procureur en lui disant est-ce qu'on pourrait rajouter tel et tel élément à la mission. Donc vous travaillez sur des missions, en fait. Sur des missions tout à fait précises. Alors les magistrats qui sont toujours bien inspirés mettent à la fin une phrase et faire toute observation utile à la manifestation de la liberté, ce qui nous permet, nous, de mettre peut-être des choses que nous avons pu connaître et qui n'étaient pas posées dans la mission, mais toujours avec la finalité de répondre à la mission. D'autres questions? Peut-être une courte remarque. Moi, je suis psychiatre, je le dis comme mon nom, mais je le dis comme monsieur, madame la directrice, j'exerce à peine un registre. Je ne sais pas si tout l'auditoire le sait, mais toute mort suspecte, vous le savez certainement, toute mort suspecte en prison est soumise à une autopsie. Donc, tout détenu est autopsié. Ça, j'avoue que je ne sais pas, vous saviez peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer. Oui, alors la question qui est posée par madame, c'est le décès d'une personne privée de liberté. Ça peut être en garde à vue,
Ça peut être lors d'un transfert, ça peut être lors d'un établissement pénitentiaire. Exactement, voilà. Voilà. Alors d'une part, c'est une disposition européenne. Clairement, le Conseil de l'Europe en 1999 a donné un certain nombre de règles, et dans une de ces règles, c'est personne privée de liberté, autopsie. En effet, quand une personne est privée de liberté, il faut pouvoir écarter l'intervention au niveau d'un tiers. Ça peut être un tiers qui est un co-détenu, ça peut être un tiers qui est représenté par l'ordre en place. Donc, pour des problèmes de liberté individuelle, c'est cette autopsie qui est demandée. Bien. C'est ce qui est préconisé. Mais c'est toujours demandé par un magistrat. Si maintenant, le magistrat décide qu'au vu de l'enquête qu'on lui présente, il n'y a pas de difficulté pour écarter la présence d'un tiers ou n'importe, il peut ne pas la demander. Je vous donne un exemple. Les détenus, donc des personnes privées de liberté hospitalisées pour des affections terminales et qui décèdent à l'hôpital, même s'ils sont, je veux dire, dans un système pénitentiaire hospitalier, on ne va pas demander forcément d'autopsie, dans la mesure où l'ensemble du dossier montre qu'il y a telle et telle pathologie qui est à l'origine du décès. Donc, ça peut être relativisé. Mais actuellement, notamment pour les gardes à vue, notamment effectivement pour écarter toute intervention d'un tiers qui saurait être soulevé par les familles, par l'intermédiaire de l'avocat, par des associations, par ceci, par cela, demande une autopsie afin d'être certain que nous ne retrouvions pas de traces laissées par un tiers. Même si l'origine suicidaire, souvent, est celle qui peut être privilégiée au vu des faits. Lorsqu'il y a, un immeuble qui s'effondre, lorsqu'il y a, on découvre des charniers, dans un certain nombre de pays, c'est un peu comme cela que les choses se sont après des guerres, bien entendu. Quelle est la place du médecin légiste? Si tu permets, je ferai la différence entre les deux. L'intervention sur des tombes collectives, ce qui est appelé charnier, et pour l'avoir pratiqué, c'est différent puisque là, nous sommes souvent missionnés par le tribunal pénal international pour retrouver des éléments de preuve contre des exactions qui ont été faites vers ces populations-là. Donc on cherche des projectiles, des plaies qui sont, et sinon des lésions osseuses, si c'est sous forme de squelette, qui sont liées à des projectiles, et nous devons expliquer si ces personnes ont été effectivement assassinées, de quelle manière, et c'est-à-dire si les conventions de Genève ont été respectées ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait dans ce cadre-là, de nouveau, avec une mission précise, mais là, c'est du tribunal pénal international, pour ensuite, j'allais dire, confondre les protagonistes devant le tribunal, et donc là, les éléments de preuve par rapport aux ces différentes autopsies doivent être produits pour condamner ces personnes. Hein. Donc, c'est tout ce qui est TPI, et l'ex-Yougoslavie vous montre un exemple. Deuxième élément de question, l'effondrement d'un immeuble, un accident d'aéronef et autres pose un autre problème. C'est-à-dire que dans ces questions-là, nous avons d'une part, les causes de décès sont parfois évidentes. Mais encore faut-il les donner, parce qu'il y a des problèmes d'assurance, de remboursement. Bien. Mais il y a une question qui est souvent passée sous silence, auquel on ne pense pas après une telle catastrophe, c'est la mise en cause de la responsabilité des secours. C'est quelque chose qui peut surgir 6 mois, 1 an, 2 ans après. C'est-à-dire, est-ce que les pompiers sont intervenus assez rapidement? Est-ce qu'ils ont déployé le matériel adéquat assez rapidement? Est-ce qu'il y a des victimes qu'on aurait pu sauver si tel ou tel moyen avait été projeté immédiatement? Vous l'avez dans des problèmes d'aéronefs, ça souvent. Voilà. Et donc là, le fait de pouvoir, par des autopsies, préciser les causes de décès, qui montrent que la victime n'avait aucune chance de survie et décédée pratiquement immédiatement après, permet aussi de relativiser cet aspect-là, qui sera étudié par d'autres, par des spécialistes, c'est pas nous, mais nous on dit voilà, les victimes sont décédées par écrasement, et que cet écrasement a touché l'extrémité cervicale, tout machin, il n'y avait pas de victime. Si nous avons des victimes dont les causes de décès peuvent être compatibles avec un délai de survie de 1 heure, 2 heures, 3 heures, la question reste posée. Pourquoi tel moyen a-t-il été utilisé par les systèmes de secours, pourquoi pas tel autre? Donc, cette autopsie qui peut sembler tout à fait inutile, parce que tout le monde sait de quoi sont mortes les victimes, peut secondairement avoir une certaine utilité dans la détermination de responsabilité, notamment de la responsabilité de l'État. Puisque ces systèmes de secours, plan blanc, plan rouge, sont sous la responsabilité du préfet, responsabilité de l'État.
Est-ce qu'on peut espérer une réponse claire sur les analyses en cours sur l'affaire des moines de Tibérine? Alors ça, c'est le genre de question que j'aime immédiatement parce que je sors un joker. Mais comme la procédure pénale est en cours, qu'il y a un magistrat qui est là-bas, je ne peux pas vous répondre. Et je me garde très bien de faire toute réponse. Ça, vous voyez, là, vous touchez pour nous aussi un point important, c'est que nous sommes liés par ce secret de l'instruction qui nous empêche de donner toute information sur des affaires en cours ou des affaires jugées une première fois qui risquent d'être rejugées. Et là, je ne peux pas m'exprimer. C'est un gros joker quand même. Toujours. Médecin légiste. Plus le joker est gros, mieux Il c'est. en a plein les poches. Non, mais il est clair. C'est un problème de fond, monsieur. C'est pas de ne pas pouvoir vous répondre, de ne pas pouvoir débattre là-dessus. Scientifiquement, on pourrait le faire. Mais en tant qu'expert, et une instruction étant en cours, et dans ma position à Paris, je ne peux pas vous répondre. Je vous répondrai, je pense que on s'en prendrait à moi avec raison. Voilà, c'est tout. Mais on peut faire quelque chose, bien qu'on ait a priori que les têtes. C'est ça, question. Ah mais je ne répondrai pas, madame. Non. Je parais désagréable. Je suis un garçon bien élevé, mais je ne peux pas vous répondre. Et les contournements, aussi subtils soient-ils, peuvent être évités. Il y a aussi toute une action de prévention qu'il faut peut-être dire en médecine légale, qui est, tu l'as très rapidement dit, c'est-à-dire les urgences médico-judiciaires. C'est comme ça d'ailleurs que la médecine légale est revenue dans l'hôpital, parce que bien souvent, tout ce que tu as raconté était souvent en dehors de l'hôpital. Et c'est vrai que depuis les urgences médico-judiciaires, en particulier celles de l'Hôtel-Dieu que tout le monde connaît, qui sont on va dire les plus anciennes, sorte, eh bien, comme tu l'as dit, c'est 20 à 25 000 personnes qui sont... 32 sur Paris, 32 voire 40 000, c'est énorme. 32 à 40 000 qui, pour des maltraitants, sont amenés devant des médecins légistes, devant des psychiatres travaillant dans ces services, sont amenés, comment dire, sous réquisition, toujours tout le temps du juge, à s'exprimer. Et ça, c'est une partie très importante qui a permis à la médecine légale, du moins aux médecins légistes, d'être réappropriés en quelque sorte par l'hôpital, d'autant plus que les autopsies diminuaient. Oui. De nouveau, deux aspects, la situation de la médecine légale. Clairement, à l'Hôtel-Dieu, ailleurs en région, nous avions des systèmes qui nous permettaient déjà cette intégration, où nous avions la biologie qui nous permettait de nous intégrer tout à fait parfaitement au niveau de l'hôpital, puisqu'on réalisait des examens notamment toxicologiques, pharmacologiques, etc. Et nous faisions déjà cette victimologie du vivant, mais de façon moins clairement visible que maintenant. C'est une visibilité qui a été donnée. Mais, j'allais dire, nos collègues hospitaliers avaient toujours besoin de nous pour se prononcer dans une maltraitance par rapport à un enfant, par rapport à une personne âgée, sur des problèmes gynéco, on ne sait pas, et ainsi de suite. Mais la visibilité a été donnée par-ci. Bien. Alors là, la prévention est essentielle. Quand on vous présente un enfant qui est susceptible d'être battu et que vous puissiez soit confirmer, soit garder un doute par rapport au reste de la fratrie, c'est énorme. Là, la prévention va tout de suite se faire. Les violences institutionnelles des personnes âgées, la même chose. Donc, je veux dire, là, il faut avoir une compétence. Alors, moi, souvent, le praticien qui est responsable du service ou qui est responsable de la base me dit « Mais je ne vois pas ce que vous avez comme compétence de plus que moi. Moi, je suis gériatre, moi, je suis pédiatre, je connais ma discipline, forcément. Et vous, comme médecin légiste, vous venez un petit peu voir les choses. » Et c'est là où toute la sensibilité que j'ai héritée de Christian est là, pour savoir comment expliquer à ce confrère quels sont les éléments que nous cherchons, que nous recherchons chez un enfant. On va beaucoup plus s'attacher aux lésions cutanées, derrière les oreilles, au niveau du vestibule cutané. Nous avons des zones qui habituellement ne souffrent pas tellement d'investigation, que nous regardons pour avoir des choses un peu plus fines, voir s'il y a des traces de coups d'ongles, retrouver un petit peu ce que nous pouvons retrouver quand on tire une oreille, ainsi de suite, pour avoir des éléments, un faisceau d'arguments par rapport à une maltraitance. Et un autre exemple qui est vraiment important, c'est chez la petite fille, chez l'adolescente, l'examen de l'hymen. L'examen de l'hymen est quelque chose qui est un petit peu vu rapidement par le gynécologue. Pourquoi il passe par l'hymen? Et ce qui l'intéresse, c'est la sphère vaginale et ensuite le col utérin avec toutes les pathologies, tout ce qu'il faut voir. Mais l'hymen est souvent un petit peu sous-évalué. Alors que nous,
Dans les violences sexuelles, c'est vraiment cette sphère-là qui nous importe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des traces de violence au niveau de l'hymen, au niveau de la partie extérieure de la vulve, et ainsi de suite. Donc c'est des zones où nous recherchons de façon tout à fait importante les traces de lésions avec des techniques et autres. Et donc là, ça donne une pertinence supérieure. Ensuite, la façon de faire les prélèvements également. Donc, ce n'est pas parce que le gynécologue ne peut pas le faire, mais dans son activité médicale, il y a d'autres organes qui attirent d'abord son attention que juste un problème de violence à ce niveau-là. Et c'est un peu cette spécificité. Quand nous intervenons, par exemple, pour une autorisation de prélèvement d'organes aussi, le réanimateur dit, écoutez, je vous ai donné les lésions, je sais, j'ai le scan, le truc, le machin, qu'est-ce que vous voulez encore voir? Non, c'est la pertinence par rapport à de petites lésions cutanées. Là, j'avais juste un exemple, c'était à la Pitié, on m'appelle, et puis on me dit, oui, écoutez, la personne ne présente pas de traces cutanées, rien du tout. Il y a quelques griffures. Je dis, écoutez, parce que c'est un peu loin partout à Paris, les hôpitaux. Donc, faites-moi des photos. Ils m'ont envoyé des photos, des traces de griffures. Même sur mon petit téléphone, je voyais, c'était certainement des coups portés avec un instrument piquant et tranchant, donc des coups de couteau qui n'étaient pas jusqu'au bout. Bon, après, ça s'est révélé exact. Donc, il y a une petite spécificité. Et je plaide un peu pour ma discipline. Madame, je vous ai coupé la parole, je suis désolé. Non, pas du tout. Donc, vous n'intervenez qu'une fois le décès. Non, j'interviens avant. D'accord. Pour dérouler. C'est-à-dire que nous intervenons le plus rapidement possible. Oui, voilà, j'allais expliquer le sens de ma question. Il se trouve que je regarde assez rarement la télé, mais que j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de voir une émission sur les violences faites aux femmes. Alors, je ne sais pas du tout, c'est pas une histoire sexiste, c'est juste de dire, voilà, si c'est aux femmes, ça peut être aux enfants, ça peut être. Enfin, voilà. Et j'étais extraordinairement surprise de la durée de l'ignorance de l'entourage par rapport à la violence. J'entends par là 5, 7, 8 ans de violence, et on se dit juste, mais comment c'est possible? Et donc du coup, la question que vous m'avez à poser, c'est de dire comment nous, à l'hôpital, on peut être plus vigilants. Alors je vous dis encore plus précisément pourquoi, parce qu'il m'est resté un témoignage d'une femme qui expliquait qu'elle était venue 8 fois à l'hôpital. Et donc je trouve, voilà, on n'arrive même pas, enfin voilà, moi qui ne suis pas soignante, hein, bien sûr, hein, je n'arrive même pas à comprendre qu'on ne mette pas en place un dispositif pour une femme qu'on a vue 8 fois aux urgences, une femme, un enfant ou autre. Et effectivement, donc vous avez des, si je retombe à ce que vous venez de me dire, vous avez des méthodes pour repérer des violences que nous n'avons pas, évidemment. Et comment pourrait-on former nos équipes à cette détection? Puisque, excusez-moi, je vais jusqu'au bout de mon idée. L'idée, c'était de dire, c'est vrai aussi que nous nous portons une responsabilité de ne pas rentrer dans une accusation à tout va des familles. Hein? Donc, je pense que les acteurs de soins sont toujours pris entre le feu, le repérage et puis la dénonciation, entre guillemets, abusive. Donc, ma question, c'est comment vous pouvez nous aider former nos équipes, que sais-je, il y a plusieurs à ce étapes. repérage. Oui, d'une part, former les équipes. Insister, elle change toujours. Donc tous les 6 mois, remettre cette formation, voir un petit peu, et surtout avoir certains indicateurs. D'une part, une fréquence de consultation, comme dans ce cas-là. Cette fréquence de consultation doit éveiller l'attention particulière, que ce soit un enfant qui vient plusieurs fois, que ce soit une personne adulte. Il y a un élément. Alors il peut être physique, il peut être psychologique aussi, mais là il y a une souffrance, il y a quelque chose qui se passe, donc première chose. Ensuite, dans l'examen, ce qui est enseigné certainement auprès des étudiants, mais il faut le reprendre ensuite, de retrouver des petites choses, des petites échymoses, des choses qu'on ne fait pas forcément attention. Et alors vous avez le volume d'activité que vous avez aux urgences. Vous avez un grand nombre de passages qui ne vous permet pas toujours d'avoir une attention assez prégnante sur des petites choses. Vous savez, une petite rougeur dans le blanc de l'œil, échymose ici, pourrait signifier, et chez un enfant, ça peut signifier qu'il y a des lésions au fond d'œil, parce qu'il y a eu une claque, un coup qui a été porté là. De même qu'un trouble de l'audition, même passager, pourrait être en relation avec une lésion tympanique due à une claque. Mais faut-il le chercher? C'est un petit truc à l'œil, vous dites, bon, si c'est une personne adulte, ça peut être un petit vaisseau qui a éclaté, une petite hypertension artérielle, ça peut être un coup. Est-ce qu'on examine les personnes encore de façon complète? On va vite au diagnostic. Quand on a le diagnostic, cette personne va dans la filière de soins, va partir. On ne l'aura pas vu à un moment donné un petit peu nu pour voir s'il n'y a pas des lésions au niveau des parties qui sont habituellement cachées.
la mère qui amène un enfant, on va examiner l'enfant et on ne voit pas que sur les avant-bras de la maman, il y a peut-être des équines ou ailleurs. C'est difficile à traiter, mais je veux dire, c'est l'ensemble. Et actuellement, Madame la directrice, vu le passage qu'il y a, vu le grand nombre de demandes qu'il y a, vous ne pouvez plus avoir ces examens, j'allais dire, de façon assez prolongée. Et quand ça se passe la nuit, c'est le cirque. Il n'empêche que, comment dire, Mais les indicateurs les fréquences sont ça, il faut énormes. le savoir. Oui, d'accord. Je Nous reprends ça. Nous avons fait la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, il y avait 800 personnes, autant vous dire, etc. Nous avons fait ça avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, nouvellement nommé. Nous l'avons fait avec Madame Rossignol, ministre de la Famille, etc. Nous avons fait la maltraitance à enfants. Vous savez qu'en France, tous les jours, il y a 2 personnes, 2 enfants par jour qui meurent sous le coup de leurs parents. 2 enfants par jour, ce qui est énorme dans un pays qu'on dit civilisé, etc., etc. On parlait des maltraitances. Les maltraitances, en fonction des régions, vont aller de 20 à 25% dans ces maltraitances intrafamiliales. 20 à 25% des femmes, en sachant que 90% des cas ce sont des femmes, 10% sont des hommes. Mais donc le taux est très important, ce qui veut dire que nous charrions là quand même des éléments de bestialité, des éléments de violence dans la prévention qui devraient nous mobiliser. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'associations à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, autant vous dire, c'était toutes les associations qui travaillaient sur ce sujet. Mais le problème est tellement important, les recherches sont si faibles, on s'est rendu compte que la seule qui faisait de l'épidémiologie, justement des enfants décédés sous le coup de leurs parents, est une femme qui s'appelle le docteur Anne Thurs, qui est un chercheur de l'INSERM, qui a maintenant 72-73 ans, et qui n'a pas été remplacé sous prétexte que la problématique n'est peut-être pas dans les grandes voies de recherche, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'elle est fondamentale dans ce que l'on appelle la bonne santé de la société, en quelque sorte. Donc là aussi, il y a des recherches d'épidémiologie. À l'Institut médico-légal, il y a des possibilités, vu le nombre de corps, là aussi, de sortir des... Et dans les urgences médico-judiciaires, parce que tu dis 40 000 par an, ça vous montre. Et ce ne sont que celles qui sont pourvues par une réquisition. C'est-à-dire il y a toutes les maltraitances pour lesquelles les femmes n'ont pas été se plaindre pour plein de raisons, et qui font que le médecin se devrait, théoriquement, de poser la question lorsqu'il y a un trouble, c'est pas très simple, comment ça se passe avec votre mari, tout, etc. Et c'est de la promotion de la santé, c'est la dignité des êtres humains, et en particulier des femmes. Il y a une promotion là qui est très importante, qui est très éthique, parce que tout ce que tu as dit là, moi, m'apparaît très important, parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi traiter ça dans un café éthique? En fait, c'est le problème de la dignité. C'est le problème de la dignité qu'on confère à la personne, en quelque sorte, et qui fait que même quand elles sont dans des charniers, même quand elles se trouvent dans l'effondrement d'un étage, eh bien, on ne laisse pas tomber en disant on ne s'occupe pas et on ne pose pas le problème des responsabilités. Enfin, on ne ferme pas les yeux. Donc ça, ces éléments sont quand même des éléments fort importants. Comme lorsqu'il y a une plainte qu'il y ait excès ou pas excès dans la plainte, il est important de bien la travailler en quelque sorte. Madame? Oui, alors, déjà quand on fait des demandes auprès des familles ou auprès d'un patient, il faut faire soit de la recherche, soit du prélèvement, soit parce qu'on a une suspicion de maladie génétique ou dans quelque chose qu'on puisse intégrer dans une problématique de recherche, de service, etc. On sait déjà que ce n'est pas toujours facile de demander l'autorisation, d'en parler à la personne vivante, d'en faire part à la famille, questions religieuses supplémentaires, etc., dont on a tous connaissance.
Mais dans un contexte médico-légal où il y a potentiellement une mort violente, où les gens, éventuellement une mort par les forces de police par exemple, imaginez. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut demander à la famille, voilà, est-ce qu'on peut faire un prélèvement? Est-ce qu'il y a une dimension différente? Enfin, le contexte violent, médico-légal, enfin, tout ça, c'est quand même très très particulier par rapport à ce qui peut se passer dans une ambiance aussi violente de l'hôpital, mais où il n'y a pas cette question de crime ou de choses comme ça. C'est-à-dire que les prélèvements seront faits quand même systématiquement pour rechercher les causes du décès. Si nous avons des suspicions par rapport à une maladie génétique, on le fera, mais par contre l'exploitation devra être faite avec l'accord du magistrat. On ne pourra pas le faire de nous-mêmes ou pour l'intégrer dans une recherche qui est en cours. Le magistrat devra nous donner, il la donnera, mais il devra donner son accord. Et ensuite, lui va demander quel est le coût de l'analyse, puisqu'ils sont quand même assez redevables sur leurs données, donc il faudra le dire, non, écoutez, on est dans une surveillance santé publique, quoi, dans un protocole de recherche, mais lui doit nous dire, pour rechercher cause de la mort, vous avez l'autorisation de faire tel prélèvement et telle analyse ensuite. Dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de demander le consentement à la personne, bien entendu, on est bien d'accord, il suffit que le procureur le demande, c'est fait. Un prélèvement réel d'un patient qui est en mort cérébrale, mais pour qui a été dans un contexte oui, mais quand il est en réa, il n'est pas à l'institut. Donc c'est le médecin réanimateur qui décide, c'est partie des soins. La personne ne tombera dans ma discipline qu'une fois qu'il sera transporté à l'institut médico-légal. C'est là le problème. Donc tous les prélèvements pour médicaux pour la prise en charge pourront être faits. La seule chose que je demande, c'est que 3 prélèvements de sang soient faits, soient mis au frigo pour rechercher les toxiques ensuite. Mais tout le reste peut être fait, c'est la clinique. Le magistrat n'a pas à se prononcer là-dessus. C'est ensuite. Tu vois, encore, tant qu'il est ventilé, tant qu'il n'est pas encore prélevé, c'est comme tout patient. C'est uniquement quand le certificat de décès est rempli avec l'obstacle qui vient chez moi qui peut le faire. Il n'y a aucun problème. Madame la directrice me posait la question, est-ce qu'on peut faire appel à nous? Non, lorsque c'est dans un élément médico-légal, mais par contre oui, dans ce qui est une vision de prévention. On peut toujours faire appel à nous. Voilà. Sur nos compétences. Et pour certaines choses, il faut le faire avant pour qu'on sache comment gérer la difficulté. J'étais dans la prévention, là, bien sûr. Parce qu'on a oublié de parler aussi de la maltraitance des personnes âgées aussi, bien sûr, du harcèlement, je disais bien, harcèlement sexuel, tout, etc. Enfin, tous ces éléments-là, bien sûr, sont dans ce qu'on appelle la médecine du vivant, plus particulièrement. Et malheureusement, les personnes arrivent à un moment à être tuées. Il y a Evelyne qui me pose une question. Bonjour. J'avais une question plus en lien avec comment on peut accompagner les familles quand on parle justement d'autopsie. Il y a souvent beaucoup d'images qui viennent assez violentes. Donc ça, c'était une de mes premières remarques. Et la deuxième, elle est en lien avec une équipe infirmière qui avait déposé un projet de recherche dans un institut justement médico-légal concernant l'accueil à chaud des familles qui venaient d'apprendre qu'un proche avait été soit tué, soit accidenté, et donc qui arrivait là avec tout le côté débriefing possible. Si vous pouviez nous dire un mot là-dessus. Oui, nous avons une psychologue à temps plein qui se charge de cet accueil-là, et donc il y a une équipe qui est formée pour l'accueil de ces personnes. Sachant que nous avons obligation de donner les différents éléments concernant les résultats de l'autopsie, informer les familles, voilà, sur toutes les choses. Mais ça, c'est vraiment tout à fait spécifique. C'est une prise en charge par des personnes qui sont formées, qui prennent en charge individuellement les familles ou les personnes qui viennent se présenter après une mort violente, puisque chez nous, c'est toujours quasiment. Parce que je pense que ça rejoint un peu la remarque de madame, c'est-à-dire qu'on est aussi habitué à transmettre et à devoir transmettre des informations et à tenter, et c'est peut-être là aussi ça qui nous rassemble au Café Éthique, de regarder comment le faire le moins violemment possible, en sachant que de toute façon, ce qui est à annoncer reste une violence. Donc les mots qu'on va prendre peuvent être souhaités les plus pondérés possibles. Pour autant, ça déclenche des choses derrière. Donc comment derrière, avec votre expérience, vous pouvez nous transmettre des choses qui pourraient nous aider à mieux prévenir les mots qui tuent,
ou les... Ça ne attitudes. parlez jamais de mots qui tuent devant le médecin légiste. J'avais bien que... C'est difficile. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte déjà cette souffrance. C'est-à-dire que voilà, c'est tout à fait normal qu'ils sont en révolte, qu'ils refusent ce qui s'est passé, qu'ils espèrent jusqu'à la dernière minute que ce ne soit pas leurs proches qu'on va leur présenter. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, pouvoir leur expliquer avec le plus de doigté la finalité des examens que nous allons faire, pourquoi nous le faisons et ce qui leur paraît évident aujourd'hui par rapport à l'action d'un tiers, au coup de fusil, au côté criminel, sera moins évident 3-4 ans après quand ça passera aux assises et que tout le monde dira « Ah, il ne s'est rien passé ce jour-là ». Là, doucement, souvent, ils comprennent le décalage de temps, même s'ils sont dans la souffrance, qu'il faut garder des éléments de preuve, de dire que la dernière, j'allais dire, le dernier moment où on redonne un petit peu la parole à leurs proches, ça sera lorsqu'on pourra retracer ce qui s'est vraiment passé, l'écrire, le déposer ensuite, et qu'ensuite, cette période de douleur extrême passée, ils seront, pour eux, ce sera important d'avoir des éléments de preuve pour éventuellement arriver à se reconstruire soi et avoir une image telle qu'ils voulaient l'avoir de la personne qui est décédée. Ça, c'est important. Ce qui est souvent très difficile dans certaines religieuses, dans certaines confessions, où il y a vraiment un refus complet de l'autopsie, qu'on peut comprendre, mais dans un cadre médico-légal, quelles que soient les confessions, nous avons le même droit, et donc la procédure va aboutir de nouveau aux assises, et 2 ans après, quelle que soit leur réticence à ce moment-là, ils pourront se saisir de ces éléments qui ont été retrouvés lors de l'autopsie pour faire valoir les droits de la victime. Ça, c'est important. Et à ce prix-là, quand nous arrivons à faire sentir cette notion d'arriver à ce que les gens aient un peu de distanciation par rapport à ça, c'est pas accepté, mais en tout cas, c'est moins subi. Enfin, ça reste un petit peu subi. Sachant qu'il faut bien leur dire qu'il y a une restitution tissulaire qui est faite après. Ça, c'est important. J'aurais 2 questions. La première, ce serait moins sur le sens de la médecine médico-légale, du médico-légal, mais plus sur le sens de l'autopsie elle-même. Pour la prévention épidémiologique, quand la famille refuse une autopsie, alors qu'il y a une suspicion finalement d'une pathologie infectieuse chez un patient qui est décédé, comment est-ce qu'on tranche, comment est-ce qu'on décide finalement de faire cette autopsie et de pouvoir... Là, vous n'êtes pas dans le cadre médico-légal. Non, c'est plus dans sur le le sens cadre de médical, mais l'autopsie. s'il y a un risque effectivement infectieux pour la société et ainsi de suite, on peut la faire. D'accord. Et alors, deuxième question pour rebondir sur ce que disait madame, c'est les enfants qu'on accueille à l'hôpital, dont on ne repère pas les signes de violence. Seulement, ces enfants-là, ils sont aussi scolarisés, et ça fait des années que certains des enseignants les suivent. Est-ce que ces enseignants-là ont aussi des formations pour détecter... Certains oui, certains non. Donc, c'est pas quelque chose qui est mis en place... C'est par le médecin scolaire, c'est-à-dire non, c'est pas systématique encore. Mais souvent, ce qui est dit, c'est-à-dire que quand l'enseignant repère quelque chose, il l'oriente vers le médecin scolaire. Alors, vous savez, la densité de médecins scolaires est en tête, voilà. Et on est de nouveau dans la même problématique. Voilà. Il faut du temps, il faut des personnes pour pouvoir s'attacher à tout ça. Je pense que ce qu'a dit Madame Costa était intéressant là-dessus. Parce que j'ai une histoire à vous raconter qui est dramatique, qui est un équerre. Donc c'est pas ici, hein. C'est chez des enfants. Eh bien, il y avait un enfant qui avait un carnet de santé qui a été montré au médecin qui était aux urgences. Ça faisait 17 fois que l'enfant venait pour, une fois il était tombé, une fois c'est parce qu'il était en mobilette, etc. Et donc 17 fois. Et c'est à la 17e fois que le médecin qui était là, qui était formé justement en médecine légale, etc., s'est dit mais c'est pas possible. 17 fois, et c'est bien sûr en grattant un tout petit peu, c'est-à-dire en posant les bonnes questions à l'enfant, en faisant en sorte qu'il ne soit pas accompagné, qu'il y ait une possibilité, etc. Et bien, cet enfant qui était devenu un adolescent a expliqué quelle était en fait sa vie. Alors ça devient très difficile ensuite, etc. Mais ça n'empêche que se poser des questions, je pense que même aux urgences, quand on peut avoir, malgré le nombre de personnes qui passent comme ça, surtout quand ça serait bien de conserver éventuellement cela, quitte à demander ensuite à des personnes plus qualifiées, comme des médecins légistes. L'itération de la consultation, oui, c'est vrai que c'est... Bien sûr, ça apparaît, c'est tout à fait ce que vous disiez.
D'autres questions? Êtes-vous satisfait? Nous sommes rassurés comme quoi nos corps, en définitive, sont source de plein d'informations. J'avais une question, mais que je ne me serais pas forcément bien formulée. Je pense que de ce que j'ai compris de vos techniques d'investigation, j'ai le sentiment malgré tout que vous avez un fort pouvoir d'influence finalement sur la vie d'un juge. Et comment arrivez-vous à rester malgré tout dans une certaine neutralité? Parce que ce que vous allez, j'ai un peu de mal à exprimer est-ce que vous allez porter avec un certain nombre de remarques finalement peuvent être à charge et à lourde charge. Donc, comment gardez-vous cet équilibre, cette éthique d'ailleurs, je dirais, comment ça se passe en fait? Disons que si nous avions un magistrat en même temps que moi, la question tomberait, parce que c'est des gens complètement indépendants, qui ne sont pas du tout liés par mon rapport, ni par mes explications. Donc un magistrat est tout à fait... Donc il va lire mon rapport à travers un filtre, lui, en instruisant à charge et à décharge, en étant équilibré. Mais mon diagnostic va être étayé, donc je me base sur un certain nombre de chances, et il verra ensuite si le raisonnement est logique. Donc c'est pas tellement un pouvoir d'influence, je vais donner médicalement ce qu'il en est, mais par rapport à lui, il a l'ensemble de l'enquête, les enquêteurs, donc il va voir si ça se recoupe, si ça se recoupe pas, et dans quelle mesure il y a une cohérence. Et en absence de cohérence, il demandera une contre-expertise, d'une part. D'autre part, vous avez les parties qui sont représentées par des avocats. Et vous savez, mon rapport peut être aussi limpide, aussi clair, il va être complètement disséqué, lui, désossé par l'autre partie qui va dire que je n'ai absolument mal fait mon travail parce que je n'ai pas vu ceci, cela, cela. Donc je veux dire, c'est vraiment après une fois en empoigne qui fait que... Pour vous, ça ne doit pas être évident, ça, de temps en temps, quand vous êtes sûr de ce que vous avancez. Enfin, j'essaye. Oui, a priori. Bon, ouais. Et vous voyez qu'ils vont dans l'autre sens. Toujours. Oui, ça ne doit pas être évident. Quand j'écris un rapport, je sais que le contraire va être oui. Mais ensuite, il y a le bon sens qui fait que... C'est pour ça qu'aux assises, c'est bien, parce qu'aux assises, je peux m'expliquer. Je peux continuer à donner des explications alors qu'on me pose des questions de la partie adverse, de l'avocat général. Donc c'est différent. Mais je veux dire, un rapport est là pour être pourfendu. C'est pour ça qu'on ne répondra qu'à la mission, et je ne répondrai certainement pas à une autre question à côté, puisque là, je vais me faire vraiment étrier. C'était... Madame, sans prie. Oui, je voulais savoir. Une fois qu'un juge a lu votre rapport, l'autorisation est donnée à la famille d'inhumer le corps. Bon, soit inhumation caveau, soit minimum de 1 mois après, autorisation pour une crémation. Et au cours du procès, il y a un autre élément qui arrive et on demande une autre autopsie. Vous gardez des échantillons de quelque chose? Deux choses, madame. Dans ces cas-là, d'une part, on n'attend pas mon rapport pour autoriser l'inhumation du corps. Cette autorisation est donnée après l'autopsie, après un premier échange avec le magistrat souvent. Le magistrat peut garder le corps ensuite pendant 1 an, 2 ans s'il veut conserver des éléments ou demander une contre-autopsie. Malheureusement, ça... Donc ça peut être fait très rapidement. L'autorisation de crémation peut aussi être donnée rapidement après. Le magistrat me téléphone en disant, écoutez, voilà, j'ai une demande de crémation, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent être faites. Le procès n'est pas fini. Absolument, même s'il n'est même pas encore... Parce que personnellement, dans ma famille, on m'a demandé d'attendre 1 mois. Oui, mais ça, c'est des problèmes personnels, madame, là où on essaye d'être général. Donc, dans un cas concret comme le vôtre, c'est possible. Mais je veux dire, habituellement, les autorisations de crémation, même sauf pour les cas criminels graves, sont accordées. Même s'ils sont passés par les MNU. Voilà. Ensuite, s'il y a eu autorisation de crémation, il n'y a plus de corps. Donc, on va garder mon rapport pour faire cela. Il peut encore être conservé des scellés, c'est des échantillons biologiques sous scellés. C'est le magistrat qui autorise la destruction de ces scellés, donc ceux-là peuvent être conservés pendant des années. Ça dépend du magistrat. Mais le corps n'est plus là. Donc après, ça sera le rapport d'autopsie du médecin légiste qui l'aura fait, qui fera foi, puisqu'il n'y aura plus possibilité d'en faire une autre. Cela dit, le devenir de notre corps est tel que l'autopsie première est quand même celle qui apporte le plus grand nombre d'informations, puisqu'ensuite le corps va se déliter d'une façon ou d'une autre. Et dans l'ADN, on a toutes les informations nécessaires. Ah, dans l'ADN, vous n'avez pas encore l'autopsie. Non. L'ADN, elle vous donne un certain nombre d'autres... Mais d'abord, on n'a pas le droit de l'utiliser, l'ADN. On a seulement... C'est bien... Ah, mais c'est vraiment contingenté. Dans la loi française, nous ne pouvons
faire des investigations que pour certains marqueurs qui sont précisés. Le reste, on n'a pas le droit de voir, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le droit de travailler sur des régions connantes, protéines, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, c'est limite. C'est pour ça que je vous dis, nous n'avons pas encore le droit de faire un génome complet de quelqu'un en médecine légale. Je vous propose qu'on l'applaudisse parce que...